chasse à l'homme se poursuit. Depuis plus de 3 semaines, les autorités mexicaines sont aux trousses de l'homme le plus recherché du pays, Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Le baron de la drogue s'est évadé d'une prison à haute sécurité le 11 juillet dernier. Une évasion spectaculaire grâce à un tunnel de plus de 1500 mètres de long, creusé sous sa douche et débouchant sur une maison en construction, en plein milieu d'un champ. Le gouvernement a offert près de 4 millions de dollars pour sa capture et le juge en charge du dossier a ordonné l'arrestation de plusieurs employés de la prison qui auraient aidé El Chapo dans sa cavale. Il s'agit de sa deuxième évasion d'une prison de haute sécurité depuis 2001. Un coup dur pour les forces mexicaines, engagées dans un combat continu contre les cartels de la drogue. Cette semaine, dans Focus, on vous emmène au Mexique. Bonsoir, bienvenue, merci de votre fidélité. Il court toujours, El Chapo. Après son évasion spectaculaire le 11 juillet dernier, le baron de la drogue mexicain est toujours en cavale. Et plus les jours passent, plus il devient populaire dans son pays. On va tenter d'y voir plus clair sur cette affaire avec vous. Isaac Toussier, vous êtes journaliste, merci d'être avec nous. Merci, c'est toujours un plaisir. Alors Isaac, à l'heure où l'on parle, où en est-on de la chasse à l'homme contre le narcotrafiquant ? Eh bien, depuis qu'El Chapo s'est échappé, beaucoup de choses se sont passées. Premièrement, le gouvernement américain a fait une demande officielle pour son extradition vers les États-Unis. Elle avait d'abord été approuvée, puis rejetée. On ne sait pas encore pourquoi, mais il est vrai que les avocats d'El Chapo se battaient contre ça depuis très longtemps. Les Américains avaient demandé à effectuer l'extradition pendant qu'il était encore en prison. Mais cela va à l'encontre de la loi mexicaine qui dit qu'un prisonnier doit d'abord compléter sa sentence dans la prison mexicaine avant de pouvoir être extradé ailleurs. Donc c'est pour cela qu'il ne l'avait pas été pendant sa peine. Alors depuis l'évasion d'El Chapo, la cote de popularité du président mexicain ne cesse de chuter. Comment vous l'expliquez ? Il faut s'intéresser à l'image que les Mexicains ont de leur gouvernement. Elle n'est pas très bonne. Toute personne qui agirait contre le gouvernement, qui est très corrompu, eh bien sera appréciée par le peuple. Donc quand on dit qu'El Chapo est populaire, ce n'est pas pour ce qu'il a fait, mais plutôt parce qu'il défie le gouvernement mexicain. Alors, sur les marchés mexicains, les t-shirts à l'effigie d'El Chapo sont en rupture de stock. Comment on peut expliquer que El Chapo soit autant célébré en héros dans son pays ? Eh bien, la relation entre les cartels et les barons de la drogue et la société en général est très complexe. Bien sûr, la plupart des gens sont contre les barons de la drogue et El Chapo parce que nous avons plus de perspectives. Mais il y a aussi des gens, par exemple dans le nord du Mexique, qui sont pour les cartels parce qu'ils font marcher l'économie locale. Ils construisent même des écoles, des bibliothèques. Donc à l'échelle locale, les barons de la drogue aident les petites communautés et c'est pour ça que certaines personnes les admirent. Isaac, dernière question. C'est une vieille idée, mais est-ce qu'elle pourrait être recyclée ? Certains appellent à la légalisation des drogues pour diminuer l'influence des cartels. Vous y croyez ? Eh bien, c'est un point de vue que l'on entend depuis un moment et c'est devenu très populaire, pas seulement au Mexique, mais partout en Amérique latine. L'Uruguay était le premier pays à complètement légaliser le cannabis, donc là-bas, on peut en acheter librement pour usage personnel, médical ou autre. C'est une option que le gouvernement vérifie et bien sûr il y a des opinions différentes. Certaines personnes disent que ça ne ferait que renforcer les cartels. En attendant, la légalisation de la drogue n'a pas l'air d'être proche au Mexique. Isaac Toussier, journaliste depuis Mexico City, merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci, c'est un plaisir. Ils viennent avec de la drogue, ils amènent de la criminalité, ce sont des violeurs. Même s'il n'en est pas à son premier dérapage, le candidat à la présidence américaine Donald Trump n'a pas mâché ses mots pour critiquer l'immigration mexicaine vers les États-Unis. Une immigration qui du reste ne cesse de décroître ces dernières années. On va en parler avec Natalia Rebello, elle est militante des droits de l'homme. Bonsoir Natalia. Alors comment la diatribe de Donald Trump a-t-elle été accueillie par les Mexicains ? Eh bien, je pense que ces malheureux commentaires de Donald Trump ont été pris très au sérieux, mais nous n'étions pas aussi offensés qu'inquiets de ces propos, parce que la discrimination contre les immigrants est une chose très très inquiétante. Les gens croient toujours que derrière chaque immigrant, il y a en fait un criminel. Ce n'est pas seulement vrai aux États-Unis, mais c'est vrai partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique. Les gens partout pensent que les immigrants ont tendance à être des criminels.
Donc ce qui nous inquiète, c'est la discrimination générale derrière les propos de Donald Trump. Nous ne sommes pas inquiets de lui parce que nous savons quel genre de candidat il est, mais la discrimination derrière ses propos est inquiétante. Qui sont ces Mexicains qui décident de tenter leur chance de l'autre côté de la frontière? Beaucoup de Mexicains vont aux États-Unis pour de meilleures opportunités, de meilleurs emplois, de meilleurs salaires, de meilleures conditions. Mais aujourd'hui, l'immigration a lieu pour des raisons de sécurité. C'est pour l'éducation et le travail. Au niveau de la sécurité, il y a eu ces derniers temps des moments très difficiles en Amérique latine, centrale et au Mexique d'ailleurs. Avant, les gens partaient pour les opportunités professionnelles. Cela n'est plus le cas aujourd'hui. Natalia, selon une récente étude universitaire, l'immigration mexicaine vers les États-Unis a nettement diminué durant la dernière décennie. Comment vous l'expliquez? C'est vrai, les chiffres n'ont pas seulement chuté, mais il y a aussi beaucoup de gens qui reviennent. C'est un phénomène que nous observons. Dans la culture de l'Amérique latine et du Mexique, la famille, les proches, être ensemble, tout ça est très très important. Donc ceux qui partent aux États-Unis pour de meilleures opportunités, pour un meilleur travail, ont besoin de leur famille, elle leur manque. Donc beaucoup de ces gens partent pour quelques années pour économiser un peu d'argent et puis ils reviennent. Les immigrants rentrent chez eux, rentrent dans leur pays d'origine. Donc c'est un phénomène culturel. Nous accordons beaucoup plus d'importance à notre culture qu'à l'argent. Donc les gens reviennent dans leur pays. Natalia Rebello, militante des droits de l'homme, merci pour cette analyse. Thank you very much. Merci beaucoup. Allez, comme chaque semaine, les 5 infos à ne pas rater sur le Mexique, c'est tout de suite en bref et en images et c'est signé Daniel Ziri. Des centaines de personnes se sont rassemblées la semaine dernière à Mexico pour marquer 10 mois depuis la disparition de 43 étudiants mexicains à Guerrero. Les autorités mexicaines présument que les jeunes ont été tués. Selon une commission indépendante chargée de l'affaire, l'enquête de la police mexicaine a montré plusieurs défaillances depuis septembre. Selon le gouvernement mexicain, 2 millions de citoyens du pays sont tombés en dessous du seuil de pauvreté entre 2012 et 2014. Le taux de pauvreté a augmenté de 45,5% en 2012 à 46,2% cette année. Il s'agit d'un total de 55,3 millions de personnes pauvres sur 120 millions de citoyens. En échange de 10 squats, les Mexicains peuvent maintenant recevoir des tickets de métro ou bien des paquets de préservatifs gratuits. L'initiative a été prise par le gouvernement mexicain pour combattre l'obésité et promouvoir l'exercice physique. Le taux d'obésité au Mexique est le deuxième le plus élevé au monde, avec près de 37 millions de personnes considérées obèses. Les Mexicains ont trouvé une nouvelle façon de s'en prendre au baron de la drogue en cavale, El Chapo. Un magasin dans la ville de Reynosa vend des piñatas à l'image d'El Chapo depuis que celui-ci s'est échappé de prison. Selon le propriétaire du magasin, ce sont les clients eux-mêmes qui ont réclamé ces piñatas. Une armée de chefs mexicains ont récemment préparé un sandwich de 65 mètres de long appelé torta à Mexico. C'est le plus grand sandwich jamais fait en Amérique latine. Pour le préparer, il aura fallu des milliers de morceaux de pain, de laitue, d'oignons et de tomates, ainsi que des centaines de litres de mayonnaise, de moutarde et de sauce piquante. Un squelette, une capuche et une faux dans la main. Laissez-moi vous présenter Santa Muerte, la Sainte Mort. Diabolisée par l'Église catholique, elle est vénérée par de très nombreux Mexicains. Elle est sans conteste la plus morbide et la plus atypique des saintes mexicaines. Bonsoir, Francisco James. Hey, good evening. Bonsoir depuis Mexico. Alors vous êtes ethnologue et on va tenter de comprendre avec vous cet engouement pour la mort. Pourquoi d'ailleurs la mort fascine-t-elle autant les Mexicains? Pourquoi y a-t-il autant d'engouement dans la culture populaire mexicaine pour la mort? Eh bien, on trouve des icônes partout au Mexique. Lorsqu'on marche ici dans la rue, on voit des têtes de morts, des squelettes partout.
C'est une ville très baroque. Elle a été construite en 1521. On retrouve ici beaucoup les influences des vieux rituels catholiques de la mort. Nous vivons avec cela depuis que nous sommes enfants. Nous avons des têtes de mort, des autels où nous faisons des offrandes à nos morts, aux membres de notre famille qui sont morts, pour qu'ils viennent manger. Donc nous avons grandi avec cela et aujourd'hui c'est une tendance, même en Europe. Mais comment expliquer que ce culte soit en pleine expansion ces dernières années au Mexique? Well, there are two perspectives. We have Dia de los Muertos, which is the 1st and 2nd of November. Eh bien, il y a deux choses. Nous avons le jour des morts, Dia de los Muertos, qui a lieu le 1er et le 2 novembre, mais il y a un nouveau culte qui a commencé au XVIIIe siècle, mais qui s'est développé en 1995 pendant la crise économique. Les gens ont commencé à demander des choses à la Santa Muerte, la Sainte Morte, des choses que le gouvernement ne pouvait pas leur donner. Ce culte a grandi et est devenu un culte officiel en 2003. Et puis, ça a été interdit parce qu'il y a eu des meurtres rituels. La Santa Muerte est surtout liée aux membres des cartels de la drogue, aux voleurs, aux prostituées. Donc, le Vatican est contre ce culte. Alors, on entend souvent que la Santa Muerte est plutôt la reine des damnés, des bandits, des exclus. C'est vrai? Yes, well, this rite is immersed on Catholicism. Oui, eh bien, c'est basé sur le catholicisme. Ces dernières années, c'est devenu un culte si important qu'on trouve encore plus de sanctuaires, d'hôtels dans les rues pour la Santa Muerte que pour la Vierge Marie. Mais cette religion donne la foi aux gens pauvres. C'est comme un ange qui offre ce que l'Église et le gouvernement ne peuvent pas offrir. En général, les fidèles sont des catholiques à la base. Alors si elle est populaire, pourquoi l'Église catholique cherche-t-elle à diaboliser ce nouveau culte de la Sainte Mort? Eh bien, parce que les dealers de drogue prient pour qu'ils ne soient pas attrapés par les soldats, par les policiers. Et puis les policiers prient à la Santa Muerte pour ne pas être tués par les dealers de drogue. Donc il y a beaucoup de violence là-dedans, et les gens n'aiment pas cela. Ils en ont vu assez et en ont marre de la violence. Francisco James, ethnologue mexicain, merci pour ces explications. Merci, au revoir. En battant la Jamaïque, le Mexique a remporté fin juillet sa 7e Gold Cup de football. Mais après le sacre, Miguel Herrera, le sélectionneur, a été remercié pour avoir agressé un commentateur sportif. Et oui, Alberto Lati, bonsoir, vous êtes également journaliste sportif. Alors, est-ce que c'est cet incident que le football mexicain va retenir de la carrière de Miguel Herrera? C'est une situation très comique, c'est une situation très difficile parce que l'équipe mexicaine était championne de la Coupe d'Or. La Coupe d'Or, c'est les championnats continentaux pour toute l'Amérique centrale et Nord-Amérique et toute la Santis. Mais ce n'est pas suffisant parce que l'entraîneur national Miguel Herrera a une confrontation avec un journaliste de télévision. Le journaliste était très critique, ironique, mais Miguel Herrera a une réaction très difficile parce qu'il cherche la confrontation avec ses commentateurs de télévision. Et toute l'équipe mexicaine veut la continuité de Miguel Herrera, mais la Fédération mexicaine de football a décidé que Herrera, ce n'est pas l'entraîneur du Mexique. C'est une situation très difficile parce que maintenant, le Mexique n'a pas d'entraîneur. Est-ce que vous diriez que le football reste le sport le plus populaire au Mexique, ou il y en a d'autres? Ah oui. Le Mexique n'a pas gagné une Coupe du Monde
Mexique n'est pas consegué une semi-finale dans la Coupe du Monde, mais c'est le sport primordial du Mexique. Et je peux dire que l'équipe mexicaine et la fédération mexicaine gagnent plus d'argent que beaucoup d'équipes avec une tradition plus grande. Alberto Lati, journaliste sportif, merci infiniment pour ces explications. Merci, au revoir, à bientôt. Voilà, c'est la fin de ce focus spécial Mexique. Merci de l'avoir suivi. On va se quitter avec ces images de l'une des 7 merveilles du monde, la Chichén Itzá, un site maya au Mexique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Restez curieux, vivez focus. À la semaine prochaine.